D'autre part, la nouvelle académie prétendit rester l'académie, et même être l'académie véritable, ce qui l'obligea, non sans contorsion théorique, à prendre autant qu'elle pouvait la succession de l'académie platonicienne et de Platon. Même si Sextus prend bien soin de remarquer que Platon n'est pas un dogmatique pur sang, cette obligation d'assumer l'héritage platonicien limitait les possibilités proprement sceptiques des néo-académiciens. Érigé en doctrine combattante par Timon, le scepticisme issu de Pyrrhon se trouve donc dans cette position privilégiée de ne dépendre ni positivement ni négativement d'aucune autre école philosophique. En revanche, l'histoire du mouvement sceptique est pleine d'obscurité. Il semble avéré que l'on assiste sans doute au 1er siècle avant Jésus-Christ à une renaissance du scepticisme pyrrhonien sur les ruines de l'académie sceptique. Depuis l'Antiquité, il y a une querelle parmi les historiens de la philosophie sur le point de savoir si après Timon, l'école sceptique avait continué ou s'était interrompue. Quoi qu'il en soit, de l'aveu même de nos sources anciennes, c'est bien une restauration du pyrrhonisme qu'entreprit Énésidème. Aristoclès est qui écrit « Alors que nul ne s'occupait plus d'eux, les sceptiques, comme s'ils n'avaient absolument pas existé, voilà que tout récemment, à Alexandrie en Égypte, un certain Énésidème entreprit de redonner vie à leur bavardage, selon Eusèbe de Césarée, dans Préparation évangélique. » Comme le remarque Brochard, nous connaissons mal les idées de Pyrrhon, mais nous avons de nombreux détails sur sa vie et son caractère. C'est l'inverse pour Énésidème. Phocius, patriarche de Constantinople au IXe siècle, avait encore dans sa bibliothèque un exemplaire des discours pyrrhoniens d'Énésidème, en 8 livres, dont il nous a, selon son habitude, laissé un compte rendu assez détaillé. Mais nous ne savons presque rien de la vie de leur auteur. La période où il a vécu a fait l'objet d'une vive controverse, bien résumée par Brochard, les datations extrêmes étant éloignées de plus de 2 siècles. Nous nous rangerons ici à l'opinion de la majorité des interprètes contemporains qui situent Énésidème à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il semble être un transfuge de l'Académie, bien que cela ait été récemment mis en doute. De toute façon, c'est bien comme remède à l'échec de l'Académie sceptique qu'il prône un retour aux sources pyrrhoniennes du scepticisme. Les philosophes de l'Académie, dit-il, surtout ceux aujourd'hui se référant parfois à des opinions stoïciennes, et, s'il faut dire vrai, ils ont l'air de stoïciens, en lutte avec des stoïciens. L'un des reproches principaux qu'Énésidème semble avoir adressé à ses anciens condisciples de l'Académie, reproche repris avec vigueur par Sextus Empiricus, comme je l'ai rappelé plus haut, vise le soutien à ce que les interprètes modernes appellent un dogmatisme négatif. Affirmer que rien n'est saisissable, qu'il faut abandonner tout espoir d'une connaissance fondée, ce n'est pas suspendre son assentiment, mais bel et bien soutenir des thèses. Le stoïcisme, du fait de son extraordinaire succès dans le monde antique hellénistique et romain, est donc la cible principale d'Énésidème, hanté par la menace que l'opposition ne se transforme en complicité. Ce sera aussi la hantise de Sextus Empiricus, mais nous l'avons vu, ce ne sera pas leur cible unique. L'attaque est portée contre le dogmatisme en général. Victor Brochard introduit dans l'histoire du scepticisme à partir d'Énésidème une distinction qu'on peut trouver trop tranchée, mais qui n'est pas moins éclairante. Énésidème et ses successeurs immédiats n'étaient, croyons-nous, que dialecticiens. Ils poursuivaient une fin purement négative et ne songeaient qu'à renverser le dogmatisme. Les sceptiques de la dernière période sont des médecins. S'ils veulent aussi et de la même manière détruire le dogmatisme et la philosophie, c'est pour la remplacer par l'art fondé sur l'observation, par la médecine, c'est-à-dire par une sorte de science. Ils combattent le dogmatisme, comme de nos jours les positivistes combattent la métaphysique. Agrippa serait, si l'on adoptait la nomenclature de Brochard, le représentant le plus éminent du scepticisme dialectique post-énésidémien. À son propos aussi, les données chronologiques sont des plus incertaines. Nous adopterons comme pour Énésidème l'opinion, provisoirement, dominante qui situe Agrippa vers la fin du 1er siècle de l'ère chrétienne, ce qui en fait un prédécesseur assez proche de Sextus Empiricus. Nous ne nous attarderons pas à défendre Agrippa en montrant qu'un philosophe de son envergure ne saurait se réduire à un disputeur si brillant et si fin soit-il. Il est par ailleurs indéniable qu'Agrippa lui aussi déploie son activité philosophique en gardant un œil sur le stoïcisme. Dans les 5 modes de la suspension de l'assentiment qui peuvent lui être attribués, il s'efforce de montrer qu'en proférant leurs thèses, les philosophes des différentes écoles tombent dans l'une des 5 fautes logiques répertoriées.
le désaccord, c'est-à-dire la contradiction, la régression à l'infini, le relatif, l'acceptation sans preuve, le diallèle, c'est-à-dire le cercle vicieux, et le plus souvent sont renvoyés de l'une de ces fautes à une autre. C'est assez dire qu'Agrippa n'a point perdu toute confiance dans ce que nous appelons la logique. Nous sommes loin de Pyrrhon, dont une tradition, à vrai dire, assez mal fondée, nous dit qu'il refusait son assentiment au principe de non-contradiction lui-même. Les rapports de la philosophie sceptique et des médecins empiriques et méthodiques ne sauraient évidemment être traités ici. Il n'est d'ailleurs pas sûr que le temps soit encore venu de le faire de manière satisfaisante, tant des progrès sont encore nécessaires dans notre interprétation de ces écoles médicales, hier encore ridiculisées et dont on perçoit aujourd'hui la richesse et la subtilité. Il faut pourtant dire quelques mots de ce que Victor Brochard appelle le scepticisme empirique et qui est principalement, sinon exclusivement, le fait de médecins. La médecine s'était imposée comme une sorte d'art royal dont la réputation n'avait rien à envier à celle de la science grecque par excellence, les mathématiques. Rival du philosophe en ce qu'il prétend régir la vie humaine dans sa totalité, le médecin vient tout naturellement en premier sous la plume de Platon quand il s'agit d'exhiber l'exemple d'un homme de l'art sûr de son savoir et de son pouvoir. La médecine rationnelle est d'ailleurs née dans la foulée de la spéculation sur la nature, Historia, Peru, Fuseos, c'est-à-dire de la philosophie elle-même, et beaucoup de philosophes présocratiques ont proposé des théories médicales. Cette médecine rationnelle est d'emblée étiologique. L'encyclopédiste latin du 1er siècle de l'ère chrétienne Celce explique que cette médecine entend connaître 4 choses. D'abord les causes cachées qui portent en elles les maladies, ainsi les corpuscules invisibles obstruant les pores du corps et provoquant fièvre et désordre dans le cas de la théorie corpusculaire d'Asclépiade de Bithynie. Dès que ces causes cachées ne pouvant être atteintes que par des procédures rationnelles dont les principales sont l'inférence et l'hypothèse. Ensuite, les causes évidentes comme la faim, la soif, les traumatismes, également les fonctions naturelles comme la respiration, la digestion, enfin les organes internes, ce qui suppose un savoir anatomique et la pratique de la dissection, au moins animale. Si l'on prend par exemple la théorie des humeurs, exposée dans un traité hippocratique comme Nature de l'homme, dont l'auteur est sans doute Polybe, gendre d'Hippocrate, on se trouve devant un système explicatif complexe, systématique et sublime. Le corps humain y est décrit comme un équilibre de flux humoraux dont les dérèglements, en même temps qu'ils provoquent les maladies, indiquent les remèdes. Une humeur pléthorique doit être éliminée, une chaleur excessive combattue par refroidissement. Ainsi les symptômes indiquent-ils, pour qui sait les lire, des causes cachées, éloignées des phénomènes, jouant au niveau des éléments ultimes du corps. Ces médecins dogmatiques ne font évidemment pas fi de l'expérience, et Galien caractérise leur méthode comme faisant appel à l'inférence indicative liée à l'expérience. D'une certaine manière, les prétentions théoriques de la médecine rationnelle ont toujours été contestées. Le corpus hippocratique le montre bien. Ainsi, dans la présentation de la réédition de son article paru dans Phronesis en 1963, Who is Attacked on the Ancient Medicines, Lloyd entend montrer que la polémique de l'ancienne médecine met face à face les 2 tendances principales de la philosophie et de la science grecque, un modèle déductif et axiomatique et un modèle empirique. Toute la tradition aristotélicienne a insisté sur l'importance de l'examen empirique. Dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, l'anatomiste aristotélisant Dioclès de Charistos, par exemple, critique les excès étiologiques des médecins et leur mépris de l'expérience. Le plus grand des médecins alexandrins du IIIe siècle avant notre ère, Hérophile de Chalcédoine, prendra les mêmes positions. Mais c'est une contestation d'une ampleur bien différente qu'introduit au IIIe siècle avant Jésus-Christ l'école médicale dite empirique. Il s'agit d'un bouleversement de la théorie médicale grecque elle-même. Quel qu'en soit le fondateur, Philinos de Cos pour certains, Sérapion d'Alexandrie pour d'autres, l'école empirique conteste avant tout la prétention des médecins que les empiriques appellent dogmatiques à remonter des symptômes aux causes cachées. Il s'agit de l'application au cas particulier de la médecine du reproche sceptique adressé aux philosophes d'inférer ce qui est caché à partir de ce qui est évident. C'est l'un des leitmotivs de la critique de la philosophie par Sextus Empiricus. Selon celle-ci, les médecins empiriques admettent comme nécessaires les causes évidentes, mais la recherche des causes cachées et des fonctions naturelles est vide de sens puisque la nature n'est pas compréhensible.
On le voit au désaccord des philosophes et médecins entre eux à l'égale vraisemblance de leur doctrine et à l'égal appel à la vérification par les faits, puisque tous peuvent se prévaloir d'avoir guéri des malades. Celle-ci dit bien que les empiriques prétendent que toute connaissance et toute pratique médicale viennent de l'expérience, mais c'est Galien qui donne les précisions les plus intéressantes dans son esquisse empirique. Il y a plusieurs types d'expériences. L'expérience par rencontre, si par exemple une hémorragie consécutive à une chute me soulage de migraine. L'expérience improvisée, quand ayant été blessé, j'essaie instinctivement telle boisson ou telle plante. L'expérience imitative, quant à elle, expérimente plusieurs fois des remèdes dans des affections identiques. L'expérience technique, fondée sur la pratique, est celle des gens de l'art. Il y a alors empiria, c'est-à-dire connaissance d'une régularité. Mais il ne s'agit là que des multiples expériences faites par un seul individu, de l'examen par soi-même, autopsia. Les empiriques reconnaissent aussi comme valide le recours à ce qu'ils appellent l'historia, c'est-à-dire à l'expérience cumulée des médecins antérieurs telle qu'elle se transmet dans l'enseignement oral et dans les recueils d'observation. De même, l'expérience portant sur chaque cas peut être étendue puisque les empiriques n'interdisent pas le passage au semblable, qui permet d'appliquer à un organe ce qui a été observé par un autre pour un autre, ou à une drogue ce qui a été expérimenté pour une autre. Mais c'est aux médecins méthodistes que Sextus Empiricus, du moins dans les esquisses pyrrhoniennes, reconnaît la parenté la plus étroite avec le scepticisme. Créé au 1er siècle avant ou au 1er siècle après Jésus-Christ, selon qu'on considère que son fondateur a été Thémison ou Laodicée ou Thessalos de Tralès. L'école méthodiste condamne elle aussi le recours à l'inférence des causes cachées à partir des états visibles. Mais loin de déclarer que ces réalités cachées n'existent pas, comme le font les empiriques, les méthodistes ne se prononcent pas sur ce point, se contentant de dire que ces réalités cachées, qu'elles existent ou non, ne sont d'aucune utilité pour le médecin. C'est ce point précis qui leur vaut les éloges de Sextus, mais les méthodistes ne pensent pas non plus que les traitements et les remèdes peuvent être trouvés empiriquement, par expérience directe ou par induction à partir de l'expérience directe. Il traite en fait l'empirisme, sans doute du fait de la philosophie spontanée qu'il charrie avec lui, comme une forme de dogmatisme. La pratique médicale méthodiste repose sur l'idée que l'affection est d'elle-même indicative du traitement, comme disent les méthodistes et les sceptiques. La soif est par elle-même indicative de son remède, qui est la boisson. Mais comment lire ce que le symptôme indique ? À travers une construction conceptuelle unique et universellement applicable, celle des communautés apparentes, selon la version la plus commune de cette doctrine complexe et changeante, il y a 3 communautés, koinoitetes, le resserré, steknion, le relâché, rhodes, le mixte, épiploqué. Tout état pathologique du corps vient d'un état de resserrement, de relâchement ou mixte. Ainsi, le méthodisme prétendait éviter l'écueil du phénoménisme, puisque la similitude-dissimilitude des symptômes n'indique pas qu'il faille recourir à des remèdes identiques ou différents. Ainsi, la nomination des maladies, procédure si importante en ce temps de nosographie et de nomenclature, ne sert-elle à rien. Il ne faut pas employer le même traitement dans le cas de la phrénitis, pour celle qui vient du resserrement et pour celle qui vient du relâchement, alors qu'on emploiera un traitement identique pour la pleuritis et la phrénitis si elles sont toutes deux effets du resserrement. Pseudo-Galien, de la meilleure secte. Les communautés apparentes qui ne sont ni saisies par les sens et qui évitent donc toutes les incertitudes accompagnant la perception sensible, ni rationnellement établies à partir de signes indicatifs, permettent aux méthodistes d'échapper à la fois au pur empirisme et au rationalisme dogmatique. La médecine méthodique est ainsi la preuve éclatante de l'une des thèses les plus intéressantes des sceptiques, sur laquelle nous reviendrons. On peut être sceptique et pratiquer et enseigner les arts. Sextus Empiricus hérite donc d'une tradition fort riche et fort diverse. Il prend certes le parti de la pureté doctrinale en rejetant hors du scepticisme toutes les philosophies voisines, y compris celles des néo-académiciens et des cyrénaïques. Sans doute Sextus n'a-t-il pas l'envergure d'un très grand philosophe, mais il semble bien que plusieurs de ses défauts et de ses faiblesses soient dus au rôle qu'il s'est assigné. Auteur sans originalité, assurément, puisqu'il se fait le propagandiste d'une manière de penser et surtout de vivre dont il ne se prétend aucunement l'inventeur.
Ainsi se pourrait-il tout à fait que les discordances que les spécialistes ont relevées entre les traités de Sextus et jusqu'au cœur de certains d'entre eux soient la trace de la variété des sources de Sextus avant d'être la conséquence de changements de doctrine. L'aspect composite du texte de Sextus s'explique de la même façon. Il est symptomatique par exemple que Sextus expose à la suite dans le livre 1 des esquisses pyrrhoniennes les modes de la suspension de l'assentiment et Nésidème et ceux d'Agrippa, alors qu'il s'agit de deux entreprises de caractère radicalement différents. De même a-t-on reproché à Sextus son argumentation parfois faible et souvent répétitive. Mais il est clair qu'il y a dans son entreprise un souci d'exhaustivité qui l'amène à exposer tous les arguments accumulés par la tradition des philosophes sceptiques. Quoi qu'il en soit, nous avons dans l'œuvre de Sextus Empiricus un exposé détaillé, cohérent et efficace de la manière sceptique de philosopher. Il serait oiseux d'entreprendre ici d'exposer la doctrine rapportée par Sextus. Au moins peut-on donner au lecteur quelques clés et lui adresser quelques mises en garde. Chacun jugera évidemment si, en lisant Sextus, ces textes lui parlent encore ou non. Mais nul ne saurait sous-estimer l'importance historique du scepticisme ancien, tant pour les origines de la pensée moderne, comme cela a été rappelé au début de cette introduction, que pour les figures actuelles de cette pensée. Pourtant, de grandes différences existent entre les scepticismes anciens et modernes, qui ne sont pas seulement dus à l'énorme distance séparant leur contexte historique. Pour nous, un sceptique est quelqu'un qui doute que les humains soient à même d'acquérir une connaissance adéquate du monde à l'aide des outils théoriques dont ils disposent, principalement la perception et la raison. Que l'on ait communément attribué une telle position aux sceptiques anciens vient sans doute entre autres causes du fait qu'Henri Estienne ait choisi de traduire le verbe grec aporein par dobito, ce qu'on continue à faire des traducteurs jusqu'à aujourd'hui. Or, le verbe aporein et le substantatif aporia, rendu dans la présente traduction par aporie, indiquent, suivant leur étymologie, le fait de ne pas pouvoir se frayer un chemin vers quelque but du fait d'un obstacle insurmontable. Être dans une aporie, c'est donc être dans un embarras et une perplexité qui interdisent toute décision. On ne peut pas dire que le sceptique ancien doute de l'existence du monde extérieur ou doute de l'induction nous donne une connaissance adéquate des choses. Le sceptique ancien se trouve sur chaque question devant des affirmations opposées auxquelles il accorde une égale force de conviction, ce qui l'amène à ne donner son assentiment ni à l'une ni à l'autre. Le doute sceptique au sens moderne serait pour les sceptiques anciens une forme de dogmatisme. La plupart des interprètes ont insisté sur le fait que le terme dogmatique ne présentait pas chez Sextus les connotations négatives qu'il a en français moderne. Ils n'ont que partiellement raison. Et déclarer dogmatique un philosophe ou une philosophie qui soutient des opinions, c'est le sens du mot dogma, sur ce qu'il prétend être le réel. Le dogmatique tiendra donc pour vrai des assertions du type le ciel est bleu ou le monde extérieur existe. Pour résumer sous une forme extrême cette confiance en eux des dogmatiques, Sextus les définit au tout début des esquisses pyrrhoniennes comme ceux qui ont déclaré qu'ils avaient découvert le vrai. Or, ce que les néo-pyrrhoniens, c'est-à-dire les sceptiques à partir d'Énésidème, en général et Sextus en particulier, reprochent aux néo-académiciens, leurs concurrents en scepticisme, c'est, comme nous l'avons déjà noté plusieurs fois, de tomber dans une forme de dogmatisme en affirmant que le vrai ne saurait être atteint et qu'il est donc impossible de faire des assertions du type de celles que font les dogmatiques. Autrement dit, selon les néo-pyrrhoniens, les néo-académiciens seraient des sceptiques au sens moderne du terme. Plutôt que de nous demander si ce reproche adressé aux néo-académiciens est fondé ou non, nous nous en servirons pour caractériser la démarche sceptique. Quand les sceptiques disent qu'ils continuent de chercher, il faut entendre par là qu'ils sont dans l'aporie à propos de la question en cours, ne pouvant donner leur assentiment à aucune des thèses opposées. Par exemple, le monde extérieur existe ou n'existe pas, mais aussi que rien ne leur permet d'affirmer que cette recherche est désespérée. Car ce à quoi le sage sceptique ne doit pas donner son assentiment, ou pour reprendre un terme d'origine vraisemblablement stoïcienne, mais qui devint vite l'un des concepts clés du scepticisme, ce à propos de quoi il doit pratiquer la suspension époquée de l'assentiment, ce n'est point le fait que dans telles circonstances déterminées, il ressente des affects et des impressions. Ce qui est indécidable, c'est si oui ou non ces impressions correspondent à quelque chose de réel en dehors du sujet. Le sceptique ne fera nulle difficulté pour dire « ce miel, à cet instant, me semble doux ». Il refusera d'inférer de cette impression que le miel est doux, ce qui serait accepter une opinion, doxa, dogma.
Le sceptique vivra donc sans opinion, adoxatos, ce qui ne l'empêchera nullement de mener une existence finalement normale, fondée sur l'observation des règles de la vie sociale ordinaire. Cette observation des règles de la vie quotidienne semble avoir quatre aspects. L'un consiste dans la conduite de la nature, un autre dans la nécessité de nos affects, un autre dans la tradition des lois et des coutumes, un autre dans l'apprentissage des arts. Ainsi le sceptique pourra-t-il manger du miel quand il aura envie de douceur, accepter d'être prêtre dans sa cité comme l'avait fait Pyrrhon, ou exercer un métier. Bien plus, le sceptique peut adhérer à certaines pratiques sociales et même à certaines croyances. Il peut pratiquer des arts parfois fort complexes comme la médecine, tout cela à condition de n'appuyer cette sorte d'assentiment sur aucune thèse concernant la réalité du monde extérieur. Le sceptique n'a donc pas l'impression d'être atteint par les critiques fréquentes de ceux qui prétendent que l'attitude sceptique condamne à l'impossibilité d'agir, apraxia. Il est sûr à l'inverse que l'adhésion du sceptique à des croyances, valeurs et savoir-faire, du fait qu'elle a été séparée de toute thèse concernant le rapport avec le réel, a perdu, pour ainsi dire, tout l'enjeu qui s'attache d'ordinaire aux croyances, aux valeurs et au savoir-faire. Ainsi, l'adhésion du sceptique se fait-elle hors du bruit et de la fureur des querelles humaines. C'est ce que Sextus appelle joliment la modération des affects dans les choses qui s'imposent à nous. Si donc le sceptique paraît hors d'atteinte du malheur, ce n'est point parce qu'il sait, par une tension extrême de sa volonté, rester indifférent au coup de la fortune. Loin de l'orgueil du sage stoïcien, Sextus reconnaît sans embâche qu'il n'est pas vrai que le sceptique est complètement exempt de perturbations. Parfois, il frissonne, a soif, mais assurément, les coups de la fortune sont bien amortis pour celui qui s'interdit de décider s'ils sont ou non réellement un mal. Sextus nous montre que les néo-pyrrhoniens avaient pris un soin extrême à pousser à leur terme les conséquences de ce refus de proférer la moindre assertion sur le monde extérieur. Il faut d'abord remarquer que ce que l'on est bien contraint de traduire par monde extérieur ne désigne nullement ce que les gens aujourd'hui entendent ordinairement par cette expression. Le philosophe sceptique considérera comme extérieur non seulement les objets au sens le plus commun du terme, qui existent indépendamment de l'esprit d'un sujet, mais encore tout ce qui n'est pas un affect direct de son esprit, ou selon la traduction devenue habituelle du terme psyché, de son âme. Ainsi, la croyance dans les dieux, la condamnation morale du mensonge, les représentations que l'on a des rapports sociaux ou l'idée que la nicotine favorise le cancer du poumon ferait partie pour Sextus du monde extérieur. Les sceptiques ont aussi eu une conscience particulièrement aiguë du piège que constitue ce que l'on nomme aujourd'hui l'autoréférence. Le philosophe sceptique doit absolument empêcher que son attitude d'abstention ne dégénère en un système de dogmes. Ne pouvant rien tenir pour assurer, le sceptique non seulement n'affirme rien, mais n'affirme même pas qu'il ne faut rien affirmer. C'est pourquoi on ne doit pas considérer comme de simples précautions oratoires des remarques telles que celles faites par Sextus au début des esquisses pyrrhoniennes. En ce qui concerne la voie sceptique, nous en traiterons sous forme d'esquisse dans le présent ouvrage, en ayant tout d'abord dit ceci. De rien de ce qui sera dit, nous n'assurons qu'il est complètement comme nous le disons, mais pour chaque chose, nous faisons en historien un rapport conformément à ce qui nous apparaît sur le moment. Cette vigilance se traduit dans une forme proprement sceptique de discours. Celui-ci est comme encadré par les expressions sceptiques étudiées à partir du chapitre 21 du livre 1 des esquisses pyrrhoniennes. Peut-être, il est possible, je suspends mon assentiment, je ne détermine rien, etc. Ces expressions sont certes là pour prévenir toute assertion dogmatique qui pourrait indûment se glisser dans le discours du sceptique lui-même. Mais il n'est pas question de leur laisser la possibilité de fixer une modalité du discours qui pourrait dès lors être tenue pour vraie. Elles peuvent être annulées par elles-mêmes, rentrant dans la même catégorie que ceux à propos de quoi elles sont dites, indique Sextus, qui les compare aux purgatifs eux-mêmes évacués avec les humeurs dont ils favorisent l'expulsion. L'histoire du peintre Apelle, rapportée dans les esquisses pyrrhoniennes, est-elle aussi caractéristique de l'image que les sceptiques ont de leur propre manière de philosopher? La tranquillité d'esprit apportée par la suspension de l'assentiment n'a été déduite d'aucune analyse conceptuelle de la situation des humains dans le monde, de la nature humaine. Il s'agit d'un événement fortuit. Le scepticisme ne saurait être une pensée liminaire. Le futur sceptique doit d'abord avoir cherché la tranquillité de l'âme à la manière des dogmatiques. Ainsi, la philosophie sceptique ne se présente pas comme une doctrine, encore moins comme un système.
Sextus la définit comme une agogé, terme qui indique l'action de conduire ou de guider, dans des cas aussi variés que ceux de conduire un char, les affaires de la cité, son esprit par l'éducation et d'une manière plus générale sa vie tout entière, et qui est ici traduit par voie. En un certain sens, pourtant, cette voie ne mène nulle part, puisqu'il n'a pas d'objet vers lequel puisse à bon droit tendre notre soif de savoir et notre désir d'agir. En fin de compte, les sceptiques témoignent d'une connexion entre la suspension de l'assentiment et le tranquille bonheur du sage, tout en se refusant les moyens de l'établir. Il se trouve que celui que l'attitude sceptique a mis dans l'état d'indifférence risque fort d'obtenir cette tranquillité de l'âme accompagnée de la modération des affects et qui n'est autre que le bonheur. L'une des principales séductions de la voie sceptique, c'est peut-être aussi, dans la cacophonie des certitudes dogmatiques, de laisser espérer sans promettre. Pierre Pellegrin.